Chapitre 1. Les invités se rassemblent. Les lourds murs de pierre du manoir de Greystone se détachaient solennellement sur la lumière déclinante de l'après-midi, ses pignons et ses cheminées se découpant en silhouettes nettes sous le soleil couchant. La demeure avait appartenu à la famille de Sir Charles Ashbury pendant près de 2 siècles. Même si ces dernières années sa grandeur avait semblé un peu altérée par les intempéries, les pelouses moins entretenues et le personnel réduit à une équipe réduite à l'essentiel. Pourtant, une fois les lampes allumées et la longue table dressée pour 10 convives, le manoir conservait son imposante allure de dignité anglaise. Le capitaine Arthur Hastings, récemment rentré du continent, se retrouva une fois de plus invité à ce genre de réunion champêtre qu'il appréciait secrètement. C'était Sir Charles lui-même qui avait lancé l'invitation, une vieille connaissance du régiment, et Hastings, toujours sociable, avait accepté avec plaisir. Il arrive l'après-midi même, sa valise déposée par un valet de pied dont les chaussures avaient perdu leur cirage, et fut conduit dans un salon où un feu brûlait déjà. Plusieurs invités étaient réunis, tous assis dans une attitude d'attente polie. Lady Ashbury, une belle femme d'une 40aine d'années, se leva pour le saluer avec un sourire gracieux. « Mon cher capitaine Hastings, c'est très aimable à vous d'être venu. Sir Charles a beaucoup insisté pour que vous vous joigniez à notre petit groupe. Nous avions grand besoin de nouvelle compagnie. » Hastings s'inclina et fit une remarque courtoise avant d'être présenté. Il y avait le colonel Gerald Whitcomb, un homme d'une 60aine d'années, au rire tonitruant qui résonnait à travers la pièce, invité ou non. Près de lui était assise mademoiselle Violette Linton, gouvernante de profession, bien qu'invitée de Lady Ashbury. Elle avait de beaux yeux, même si elle semblait observer les autres, plutôt que de participer à leur conversation. Sur le canapé d'en face, Madame Arabella Miles ajustait ses bracelets d'une main nerveuse. Veuve depuis peu, sa voix avait le battement d'ailes d'un oiseau surpris hors de son nid. Tout près d'elle, peut-être un peu trop près, se prélassait M. Edward Miles, le neveu de son défunt mari, qui affichait une insolence naturelle. Au fond de la pièce, feuilletant un livre qu'il ne semblait pas lire, était assis le docteur Léonard Tran, le médecin du village, un homme aux sourcils trop froncés pour ses 40 ans. Il leva les yeux et hocha brièvement la tête lorsqu'on lui présenta Hastings. La conversation fut d'abord tendue, comme si chaque invité guettait un courant sous-jacent sous la surface de la civilité. Sir Charles entra bientôt, un homme grand, à l'épaisse chevelure blanche, tenant sa canne à la main, même s'il ne semblait guère en avoir besoin. Son rire retentit, et pendant un moment, l'assemblée sembla se réchauffer sous son autorité joviale. Ils passèrent au dîner, où le repas fut servi avec solennité. Une soupe claire, un faisan rôti et un riche pudding, bien que Hastings remarqua que les plats n'étaient pas aussi somptueux qu'on aurait pu s'y attendre dans une telle maison. Lady Ashbury dirigeait la conversation, mais il y eut d'étranges écarts de conduite. Madame Miles, par exemple, sembla sur le point de dire quelque chose plus d'une fois, pour ensuite siroter son vin en silence. Le docteur Trent parlait à peine, et Edward Miles riait bruyamment à ses propres plaisanteries, une habitude qui lui valut un regard fixe de Lady Ashbury. Ce n'est qu'après le café pris dans la bibliothèque que le dernier invité arriva. Le majordome l'annonça avec un léger raclement de gorge. Monsieur Hercule Poirot. Hastings sursauta visiblement. « Poirot, mon cher !» Le petit détective belge avançait avec une propreté impeccable. Ses moustaches étaient parfaitement cirées. Ses chaussures, vernies, brillaient malgré la pluie qui s'abattait sur la route. Sa tête ovoïde s'inclina avec courtoisie vers la compagnie, tandis qu'il prenait la main de Lady Ashbury et s'inclinait. « J'espère que vous pardonnerez mon retard, » dit Poirot. « Les trains ne sont jamais précis. Et moi, je suis très précis. Vous voyez ce que c'est ? Une difficulté. » Sir Charles rit et lui tapota l'épaule. « Nous sommes ravis que vous ayez pu nous rejoindre, monsieur Poirot. Vous donnerez à notre réunion une atmosphère cosmopolite. » À mesure que la soirée avançait, Hastings se surprit à observer Poirot avec intérêt. Le détective était assis, les mains jointes délicatement, tandis que les autres parlaient, intervenant peu mais écoutant avec une attention évidente. Lorsque le colonel Whitcomb se lança dans une longue histoire sur l'Inde, Poirot inclina poliment la tête, mais n'insista pas pour obtenir des détails. Lorsqu'Edward Miles fit une remarque cinglante sur les fortunes perdues dans de mauvais investissements, le regard de Poirot se porta brièvement sur Lady Ashbury, et Hastings se demanda ce qu'il avait vu. Finalement, les dames se retirèrent, et les messieurs les suivirent. La nuit était fraîche.
Une brume montante s'enroulant sur les pelouses. Hastings s'arrêta en haut du grand escalier, écoutant le silence qui s'installa dans le manoir une fois que les domestiques eurent éteint les dernières lampes. C'est seulement à ce moment-là que Poirot s'approcha, la voix basse. « Mon ami Hastings, quel plaisir de te revoir. Et moi aussi, Poirot. Mais qu'est-ce qui vous amène à Greystone? Sûrement pas le faisant seul ?» Les lèvres de Poirot se courbèrent en un petit sourire énigmatique. « Ah, je ne peux pas le dire. Pas encore. Mais une chose, mon ami, m'est déjà claire, ces braves gens, chacun a son secret. C'est la nature d'une maison comme celle-ci. Et là où il y a des secrets, Hastings. » Il se tapota la tempe du doigt. « Il y a souvent des tragédies. » Hastings frissonna légèrement, même si le feu brillait toujours en dessous. La première nuit à Greystone Manor s'acheva dans le silence. Mais ce silence était chargé d'un étrange poids, comme si la maison elle-même écoutait. Dehors, la brume s'épaississait, brouillant la lune, tandis qu'à l'intérieur, derrière les portes des chambres et les volets verrouillés, chaque invité de Sir Charles Ashbury veillait, repensant à des choses qui ne devaient, sous aucun prétexte, être révélées. Chapitre 2. La mort dans le bureau. Le lendemain matin, un léger voile de brouillard recouvrait les pelouses, conférant au manoir Greystone un air d'isolement fantomatique. La maison s'anima lentement. De sa chambre, Hastings entendit le faible tintement de la sonnette des domestiques, des pas étouffés dans les couloirs, et quelque part en contrebas, le cliquetis des casseroles dans la cuisine. Il s'habilla avec une précision militaire, se rappelant avec amusement les manières méticuleuses de Poirot, et descendit dans la salle à se manger. Il y trouva Lady Ashbury présidant avec une autorité calme, une cafetière en argent à son coude. Le colonel Whitcomb dégustait déjà des œufs au bacon avec appétit, tandis que Miss Linton grignotait des toasts, les yeux cernés comme si elle avait mal dormi. Poirot entra le dernier, impeccable comme toujours dans son costume gris, moustache luisante, chaussures impeccables. Il s'inclina devant Lady Ashbury et s'assit en s'excusant. Hastings remarqua que son assiette était restée quasiment intacte, se contentant d'un café et d'un croissant. Sir Charles ne parut pas. Son absence, au début, ne suscita guère d'attention. Lady Ashbury, cependant, jeta plusieurs coups d'œil vers la porte, les lèvres légèrement pincées. Il était presque 9h30 lorsqu'un valet de pied entra, le visage pâle, et se pencha vers elle. Le pot d'argent tremblait, car elle le posait trop vite. « Sir Charles n'est pas dans sa chambre, madame, » balbutia l'homme. « Il n'a pas dormi dans son lit. » Un étrange silence s'installa. Le colonel Whitcomb s'éclaircit bruyamment la gorge. Edward Miles laissa échapper un rire aigu qui fit trembler les nerfs, et Madame Miles reposa sa tasse de thé avec fracas. Poirot se leva tranquillement. « Permettez-moi, Lady Ashbury, nous allons le chercher ensemble, n'est-ce pas ?» Lady Ashbury ne tenait plus qu'à un fil. Elle inclina la tête et ouvrit la marche dans le long couloir menant au bureau de Sir Charles. Hastings, incapable de résister, les suivit, accompagné de plusieurs autres invités qui s'étaient levés, avec une curiosité soudaine et inquiète. La lourde porte de chêne était fermée. Lady Ashbury frappa une fois. Ne recevant aucune réponse, elle appuya sur la poignée. La porte céda dans un lent grincement. Les rideaux étaient à moitié tirés, et l'air sentait légèrement la fumée. Sur le large tapis devant le bureau, Sir Charles Ashbury était étendu. Son visage était anormalement pâle, ses yeux mi-clos, fixés au plafond. Une main serrait sa canne. L'autre était écartée, paume vers le haut, les doigts repliés comme en signe de protestation. Un cri aigu s'échappa de Lady Ashbury, mais la main de Poirot fut instantanément posée sur son coude, la stabilisant. « Courage, madame. Ne regardez pas. » Le docteur Trans s'avança, tomba à genoux, et après un moment d'examen, prononça d'une voix tendue. « Il est mort, bien mort. Je dirais depuis plusieurs heures. » Le silence s'épaissit. Hastings eut l'impression que la maison elle-même avait cessé de respirer. Poirot, quant à lui, était entré délicatement dans la pièce. Il s'agenouilla, sans toucher, mais fixant avec une concentration extraordinaire. Son regard passa du corps au bureau, puis à l'âtre où quelques cendres se consumaient faiblement. Il renifla une fois l'air, les narines dilatées. « Observe, Hastings, » murmura-t-il. « Le moindre détail a toujours son importance. Regarde, par exemple, le journal sur le bureau. » Hastings regarda. Là, à côté d'un encrier renversé, se trouvait un solide livre relié en cuir. Ses pages étaient ouvertes, mais les bords avaient été brûlés à la hâte, comme s'ils avaient été jetés au feu et sauvés à moitié à temps. Sur la page visible, des mots avaient été écrits de la main ferme de Sir Charles
maintenant maculée et tachée d'encre. Poirot se pencha, lisant en silence. Hastings se tendit, mais ne put saisir qu'une seule phrase. « La vérité doit éclater, même si elle risque de nous détruire tous. » Le colonel laissa échapper un grognement d'impatience. « Suicide, j'imagine. Cet homme était perturbé. Tout le monde le sait. Une histoire d'argent. » Les yeux de Poirot vacillèrent. « Le suicide, mon colonel? Et pourtant, où est l'arme? Vous n'en voyez aucune ?» Le colonel rougit et marmonna. En effet, il n'y avait ni revolver ni fiole de poison. Seulement le corps sans vie et le sinistre journal. Poirot se tourna vers le docteur Tran. « Vous procéderez à l'examen, docteur. En attendant, il est essentiel que personne ne quitte cette maison. Lady Ashbury, je vous en supplie, faites en sorte que les domestiques restent à l'intérieur. Car tant que nous n'en saurons pas plus, nous devons traiter ceci. » Il marqua une pause délicate, comme un meurtre. Madame Miles laissa échapper un hoquet. Le rire d'Edward Miles retentit de nouveau, mais plus cassant. Mademoiselle Linton resta immobile, le regard fixé sur Poirot avec une intensité qui sembla étrange à Hastings. Poirot ferma doucement le journal, ses doigts précis, presque respectueux. « On n'écrit pas ainsi s'il envisage sa propre destruction, » dit-il doucement. « Non, Hastings. Sir Charles Ashbury a été réduit au silence. » Les mots semblaient rester en suspens longtemps après qu'il les ait prononcés, et à ce moment-là, Hastings savait, bien qu'il n'ait pas pu dire pourquoi, que rien à Greystone Manor ne serait plus jamais comme avant. Chapitre 3. Poirot prend le commandement. Les couloirs du manoir Greystone résonnaient de pas précipités et de voix chuchotées. Les domestiques s'agglutinaient inquiets, tandis que les invités, pâles et inquiets, se dirigeaient vers la bibliothèque où Poirot les avait convoqués. C'était comme si la maison entière avait été prise dans un filet, et au centre se tenait la petite silhouette méticuleuse d'Hercule Poirot. Hastings observait son ami avec une admiration familière. Là où d'autres s'agitaient, ou se disputaient, Poirot restait parfaitement calme. Ses mains, délicates et précises, lissaient le revers de son manteau, tandis qu'il prenait place devant l'âtre. Les flammes projetaient une douce lueur sur sa tenue immaculée, mais son regard était froid, perçant et mesuré. « Messieurs, mesdames, commença-t-il en s'inclinant légèrement, permettez-moi, je vais être franc. Sir Charles Ashbury est mort. Les circonstances, comment dire, me poussent à croire que ce n'est pas la fin naturelle d'un homme qui s'endort sans se réveiller. Non, nous avons là quelque chose de plus sombre. » Un murmure s'éleva dans le groupe. Le colonel Whitcomb marmonna des « sauvages bêtises », tandis que Madame Mills pressait un mouchoir en dentelle contre ses lèvres. Lady Ashbury était assise très droite, les mains jointes sur ses genoux, le visage pâle mais résolu. Poirot leva la main pour demander le silence. « Vous vous demanderez pourquoi je m'immisce. Parce que, par malheur, ou peut-être par destin, là où le crime rôde, Hercule Poirot n'est pas loin. C'est à l'invitation de votre mari, Lady Ashbury, que je suis venu. Il m'a écrit de toute urgence, et maintenant, il est mort. » Sa lettre exprimait de graves inquiétudes, même s'il ne m'a pas tout confié. Pour cela, il m'a promis de lire son journal. Il jeta un coup d'œil vers la petite table où reposait le volume brûlé, gardé maintenant par Hastings. Un poids lourd semblait peser sur la pièce lorsqu'il prononça ce mot, « agenda ». Mademoiselle Violette Linton se pencha en avant, les yeux brillants. « Alors, vous pensez... quelqu'un ici ?» Elle hésita, incapable d'achever sa phrase. Poirot inclina gravement la tête. « C'est possible, mademoiselle. C'est même probable. La maison était fermée à clé. La nuit était calme. Aucun étranger n'entrait. Nous sommes, comme disent les Anglais, en cercle fermé. » Hastings ne put s'empêcher de remarquer le changement d'atmosphère. Les visages se raidirent, les regards se portèrent vers le coin de l'œil, les épaules se crispèrent subtilement, comme si chaque invité sentait soudain les chaînes invisibles de la suspicion s'installer autour de lui. Le docteur Tran prit enfin la parole d'un ton sec. « Si vous le souhaitez, Poirot, je procéderai à un examen approfondi, mais je vous le dis tout de suite, je n'ai trouvé aucune trace de violence. Son cœur a peut-être lâché. »« Peut-être, » répondit doucement Poirot, « et pourtant, je ne le crois pas. Voyez-vous, le journal me dit le contraire. Et aussi... » Il leva un doigt délicat. Les cendres dans la cheminée, l'encre répandue sur le bureau, l'étrange absence de certains objets qu'on pourrait s'attendre à trouver. Ce sont de petites choses, certes, mais pour Poirot, elles parlent.
Le colonel Whitcomb explosa d'impatience. « Bon sang, mon vieux! Devons-nous rester ici et être traités comme des criminels? Je n'ai rien à voir avec la mort d'Ashbury, pas plus que le chat dans l'écurie. » Le regard de Poirot se posa sur lui avec calme. « Peut-être, mon colonel, mais vous me pardonnerez si je vous demande votre récit précis de la nuit dernière, et il en sera de même pour vous tous. » L'interrogatoire commença donc. Poirot, avec ses courbettes courtoises et sa voix douce, passait de l'un à l'autre, égrenant les détails avec une précision exaspérante. Lady Ashbury raconta qu'elle se couchait à 10h30, tout en admettant ne s'être couchée que tard. Elle avait entendu Sir Charles descendre le couloir vers son bureau peu avant minuit. Il était agité ces dernières semaines, avoua-t-elle. Les soucis professionnels le pesaient. Le colonel Whitcomb déclara avoir joué aux cartes avec Edward Miles jusqu'à presque 11h, puis avoir fumé un cigare dans la salle de billard. Il jura n'avoir jamais revu Sir Charles après le dîner. Edward Miles, insolemment installé dans son fauteuil, confirma la partie de cartes, mais ajouta avec un sourire narquois que le colonel avait bu plus de cognac qu'il n'était raisonnable. Lui-même s'était couché vers minuit, à peu près. Madame Miles s'agitait, prétextant une indisposition, et se rendit tôt dans sa chambre. « J'ai pris une potion prescrite par le médecin, et j'ai dormi profondément. Je n'ai rien entendu du tout, » insista-t-elle. Mademoiselle Linton, calme mais posée, raconta qu'elle était restée assise à lire jusqu'à 1h du matin. « Je dors mal dans les maisons neuves, » ajouta-t-elle. Elle crut entendre des pas dans le couloir, mais ne parvenait pas à déterminer avec certitude qui les avait entendus, et le docteur Trent lui-même. Il affirmait s'être retiré avant 11h, épuisé par une journée passée à soigner ses patients au village. « Je ne suis plus un jeune homme, Poirot, » dit-il sèchement. « Je ne m'attarde pas sur le cognac et les cigares. » Poirot écoutait, hochant la tête sans jamais les interrompre, inclinant seulement la tête de temps en temps, comme pour saisir une légère discordance dans leurs paroles. Quand tous eurent à parler, il resta un instant immobile, les yeux mi-clos. « Bon, on verra bien, mais je vous dis ceci, la vérité laisse des traces, et je les perçois déjà. » La compagnie s'agita avec inquiétude. Quelque part dans le silence qui suivit, la grande horloge du hall sonna 11h, son carillon résonnant dans tout le manoir. Poirot redressa ses menottes. « Tant que l'examen médical ne sera pas terminé, nous n'irons pas plus loin. Mais rappelez-vous, mes amis, ceux qui ont tué Sir Charles Ashbury croyaient pouvoir dissimuler leur acte. Pour Poirot, une telle croyance est une folie. » Hastings aperçut le visage de Lady Ashbury tandis que Poirot parlait. Ses lèvres tremblaient légèrement, et son regard se porta, non pas sur le journal de son mari, mais sur le feu où persistaient les dernières cendres grises de quelques pages à moitié brûlées. Chapitre 4. Les premiers fils. La matinée s'allongea jusqu'à devenir un midi gris et oppressant. Des nuages s'amoncelèrent dans le ciel, plongeant les pelouses dans l'ombre. Le manoir de Greystone, avec sa façade de pierre et ses volets clos, semblait replié sur lui-même, comme si la maison répugnait à être scrutée. Pourtant, à l'intérieur, Hercule Poirot était parfaitement éveillé, ses petites cellules grises, attentives à chaque nuance, chaque mot, chaque hésitation susceptible de trahir la vérité. Le docteur Trent avait terminé son examen et faisait son rapport d'un air grave dans le bureau. Les invités se rassemblèrent à nouveau, certains pâles de peur, d'autres d'un air provocateur. Hastings se tenait près de Poirot, carnet à la main, sachant pertinemment que la mémoire extraordinaire de son ami n'avait besoin d'aucune aide. « La cause du décès, dit le médecin, est obscure. Il n'y a aucune blessure, aucune contusion, aucun signe d'empoisonnement que j'ai pu détecter sans analyse de laboratoire. Le cœur a peut-être lâché, mais l'homme n'était pas connu pour souffrir de problèmes cardiaques. Il était fort pour son âge. » Poirot haussa les sourcils. « Exactement, docteur. Un cœur aussi robuste ne cesse de battre sans persuasion. » Pourtant, insista Trent, je ne peux citer aucun instrument de persuasion précis. Si du poison a été utilisé, c'était subtil. « Subtil, murmura Poirot, c'est le mot. » Le colonel Whitcomb grogna. Tout ce mystère, alors qu'en réalité, Ashbury avait des dettes. Un homme dans sa position, pressé par ses créanciers, aurait préféré se suicider plutôt que de subir le déshonneur. « Eh bien, mon colonel, dit doucement Poirot, et pourtant, le revolver, il est introuvable. Le poison, il est absent. Et le journal, à moitié brûlé, ne se lit pas comme les adieux d'un homme qui se résigne. Non, c'est le récit de la peur, de ce qu'il attendait d'un autre. » Lady Ashbury remua, les yeux fixés sur Poirot. « Vous avez lu le journal, monsieur Poirot ? »
Juste un fragment, répondit-il, ce qui a été sauvé des flammes. Mais cela suffisait à me dire ceci. Sir Charles avait découvert une vérité, quelque chose de suffisamment dangereux pour qu'il sollicite mon avis. Il croyait que quelqu'un ici, sa main balaya délicatement pour les inclure tous, la cachait. Madame Miles laissa échapper un léger sanglot et serra son mouchoir. Edward Miles, cependant, se pencha en avant, une lueur de défi dans le regard. « Si vous voulez nous accuser, Poirot, soyez-en sûr. Sir Charles avait suffisamment d'ennemis à Londres, dans ses affaires. Vous ne pouvez pas croire que la réponse se trouve ici seule. » Le regard de Poirot se posa sur lui, fixe, indéchiffrable. « Vous êtes malin, monsieur. Mais réfléchissez, la maison était fermée, les domestiques étaient écartés là. Aucun étranger n'est entré la nuit dernière. Si l'ennemi de Sir Charles a frappé, c'était de l'intérieur. » Les mots tombèrent tasses comme des pierres dans une eau calme. Hastings sentit la tension envahir la pièce. Il vit la main de Miss Linton se crisper sur la coudoir de son fauteuil. Le colonel remuait lourdement. Lady Ashbury fermait les yeux un bref instant, comme pour se préparer. Poirot s'avança alors avec sa vivacité habituelle. « Maintenant, examinons de plus près les événements de la nuit dernière. Je perçois déjà de légères incohérences. Prenons, par exemple, la question du temps. » Il se tourna vers mademoiselle Linton. « Vous dites avoir lu jusqu'à 1 heure, mademoiselle. Dites-moi, quel livre a retenu votre attention si tard ? Un volume de Shakespeare, monsieur Poirot ? La Tempête. Très bien. Et vous avez entendu des pas, oui ? À quelle heure ? Elle hésita. Il devait être minuit passé quelques minutes. Poirot hocha la tête, puis se tourna vers Edward Miles. « Monsieur, vous prétendiez vous coucher vers minuit à peu près. Auriez-vous l'amabilité d'être plus précis ? Avez-vous emprunté le couloir près du bureau de Sir Charles ?» Edward eut un sourire narquois. « Peut-être, oui. Mais si Miss Linton a entendu des pas, c'étaient peut-être les miens. Je suis allé directement dans ma chambre. »« Ah !» murmura Poirot. « On a donc 2 comptes qui se recoupent. Et vous, colonel, vous avez joué aux cartes jusqu'à 11 heures, comme je l'ai dit, aboya Whitcomb. Après, salle de billard, un cigare, puis au lit. Je n'ai rien à ajouter. » Le regard de Poirot s'adoucit, mais ne le quitta pas. « Et le cognac, tu as bu seul ?» Le rougeur du colonel trahissait son agacement. « Je n'ai servi qu'un seul verre. »« Vous faites trop de broutilles. »« Au contraire, dit doucement Poirot, ce sont les bagatelles qui font la somme. » Il poursuivit. « Madame Miles, vous dites avoir dormi profondément. Pourtant, la potion du docteur Tran ne provoque-t-elle pas des rêves intenses ou peut-être de l'agitation ?» Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle serrait son mouchoir plus fort. « Je ne me souviens pas de rêve, seulement de l'obscurité. » Poirot inclina la tête. « Cela n'a aucune importance pour l'instant. » Il marqua une pause, laissant le silence s'alourdir. Puis il se tourna vers Lady Ashbury. « Encore une question, madame. Vous avez entendu votre mari quitter sa chambre à minuit. Vous a-t-il dit quelque chose ?» Ses yeux clignaient, mais sa voix était ferme. « Non, il est parti discrètement. Je pensais qu'il recherchait la solitude. Merci. » La révérence de Poirot était courtoise, mais Hastings sentit la charge dans l'air. Enfin, Poirot se redressa. « Nous avançons. Je perçois déjà que l'un d'entre vous n'est pas franc. C'est toujours ainsi. Le mensonge s'insinue, infime, presque invisible, et pourtant Poirot le voit. Et bientôt, mes amis, nous aurons toute la vérité. » Il joignit les mains, les doigts serrés. « Pour l'instant, vous me pardonnerez. Je dois inspecter le bureau une fois de plus avec Hastings. Il y a des détails à considérer, des cendres, de l'encre, la position d'une canne. Ce sont comme les notes d'une symphonie. Une fois assemblées, elles jouent la mélodie du meurtre. » Sans attendre de réponse, il se retourna, ses petits pieds tapotant vivement le sol. Hastings, jetant un dernier regard à la troupe inquiète, le suivit de près. Dans le bureau, l'air conservait encore cette légère odeur âcre. Poirot se pencha sur le bureau, examinant les fragments calcinés du journal. Avec précaution, il en prit un du bout des doigts. « Regarde, Hastings, la trace d'encre, trop fraîche pour minuit. Elle a été écrite peu avant sa mort, et ses cendres, regarde comme elles sont brûlées de manière inégale. Quelqu'un a essayé de les détruire à la hâte, puis a préféré se raviser. » Hastings fronça les sourcils. « Mais qui ? Et pourquoi en sauver une partie, alors que tout aurait pu être brûlé ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « Ah, mon ami, là est la question. Et je pense que ce n'est peut-être pas le meurtrier qui a sauvé ces pages. Peut-être un autre. Quelqu'un qui craignait la vérité, mais qui ne supportait pas de la voir disparaître complètement. »
Il posa le fragment, l'air indéchiffrable. Puis tout bas, il ajouta « Il y a plus que des meurtres dans cette maison, Hastings. Il y a des culpabilités de toutes sortes. Et bientôt, tout sera révélé. » Chapitre 5. Les ombres du soupçon. En fin d'après-midi, la maisonnée était plongée dans un étrange malaise. Les domestiques vaquaient à leurs occupations, les yeux baissés, les invités se tenaient au salon ou à la bibliothèque en groupes tendus. Et par les fenêtres, la brume s'accumulait en épais bancs sur les jardins, comme pour isoler Greystone Manor du reste du monde. Hastings était assis avec Poirot dans le petit salon donnant sur la pelouse est. Poirot avait insisté sur ce point de vue, déclarant que le soleil, quand il daigne apparaître, apporte la clarté. Pourtant, le ciel, gris laissait peu de lumière, et Hastings trouva la pièce froide malgré le feu. Poirot, en revanche, ne semblait pas affecté, le regard fixé sur une petite liasse de notes qu'il avait rédigée. « Mon ami, dit-il enfin, tu as entendu leurs histoires, n'est-ce pas? Et tu tires déjà des conclusions. » « Eh bien, oui, admit Hastings. Il me semble qu'Edward Miles est le plus probable. Il hérite de quelque chose, non? Ses manières s'y sont assez effrontées, et il a admis être dans le couloir vers minuit. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Alors, vous choisissez l'évidence, et pourtant, avez-vous remarqué la rapidité avec laquelle il se présente comme suspect? C'est très curieux, Hastings. » Hastings cligna des yeux. Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Poirot se renversa en arrière, les doigts serrés. Peut-être parce qu'il sait que paraître négligent revient à paraître innocent, ou peut-être parce qu'il est bel et bien innocent et trop bête pour percevoir le danger. Les deux sont possibles. Avant qu'Hastings puisse répondre, la porte s'ouvrit et Lady Ashbury entra. Son calme était aussi soigné que sa robe sombre, mais la crispation de sa bouche trahissait une certaine tension. « Monsieur Poirot, dit-elle, puis-je vous parler en privé? » « Mais certainement. » Poirot se leva en s'inclinant et l'accompagna jusqu'à une chaise. Hastings fit mine de partir, mais Poirot lui fit signe de reculer. « Non, Hastings, vous resterez. Mon ami est discret. » Lady Ashbury hésita, puis s'assit. « Monsieur Poirot, je vous en prie, épargnez-moi une humiliation inutile. Si mon mari a laissé des traces dans son journal, je crains qu'il ne s'agisse de choses qu'il vaut mieux oublier, des indiscrétions professionnelles, des dettes, peut-être plus encore. » Poirot la regarda fixement. « Madame, votre crainte est naturelle, mais je pense que ce que votre mari a écrit ne concernait pas seulement les affaires, c'était personnel, et il ne craignait pas seulement le scandale, mais aussi le danger. » Ses mains se tordirent sur ses genoux. « Alors, vous croyez vraiment qu'il a été assassiné ?» Poirot inclina la tête. « Oui, assassiné, et par quelqu'un qui le connaissait bien. » Son visage se durcit soudain. « Alors, je vous en prie, ne déshonorez pas mon nom de famille. Découvrez la vérité, mais, en silence, je vous en supplie. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « La discrétion est toujours mon objectif. Pourtant, la vérité, il faut le savoir. Sinon, madame, il ne peut y avoir de paix. » Lady Ashbury se leva vivement, son calme retrouvé comme par la force des choses. Elle hocha brièvement la tête et partit sans un mot. Hastings expira. « Elle cache quelque chose, Poirot, je vous le jure. »« Ah, mon ami, murmura Poirot, vous avez l'œil soupçonneux, mais pas l'équilibre. Oui, elle cache quelque chose, mais est-ce la culpabilité d'un crime ou la honte? Il ne faut pas confondre les deux. » Plus tard dans la journée, Poirot réunit à nouveau la maisonnée dans la bibliothèque. La grande pièce semblait plus sombre que jamais, les lourdes étagères de livres pesant comme des yeux vigilants. Les invités s'assemblèrent à contre-cœur, le visage crispé. « Mes amis, commença Poirot, il est nécessaire que je pose davantage de questions. Pardonnez-moi si elles vous gênent. Un meurtre, c'est un manque de politesse. » Il se tourna d'abord vers le docteur Trant. « Docteur, vous avez prescrit une potion à Madame Miles, n'est-ce pas? Un sédatif? » « Oui, répondit Trant sèchement. Elle souffre de nerfs. Une teinture douce, sans danger. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Sûr, à moins, peut-être, d'être augmenté. » Le médecin se raidit. « En excès, ça pourrait être dangereux. Mais je vous assure que je ne lui ai administré que la dose recommandée. » Madame Miles poussa un petit cri. « Je n'ai jamais touché plus que ce qu'il m'a prescrit. Je le jure. » Poirot inclina la tête et poursuivit. « Colonel Whitcomb, vous avez dit avoir joué aux cartes jusqu'à 11 heures. Qui a distribué la dernière main ?» Le colonel fronça les sourcils. « Eh bien, c'est Miles qui l'a fait, je crois. » Edward eut un sourire narquois. « Oui, c'est vrai. Et j'ai gagné. » « Juste comme ça, dit Poirot d'un ton doux.
Et après, tu as fumé seul. La porte de la salle de billard était-elle fermée? Bien sûr, pour éviter les courants d'air. Les yeux de Poirot brillèrent. Alors, dites-moi, colonel, comment avez-vous entendu minuit sonner? La bouche de Whitcomb s'ouvrit, puis se referma. Eh bien, je n'ai pas dit que je l'avais entendu. Non, répondit doucement Poirot. Mais c'est dans vos manières, monsieur. Vous vous couchez à 11h30. Pourtant, je crois que vous êtes resté assis plus longtemps, peut-être jusqu'à minuit. Et peut-être avez-vous entendu autre chose aussi, des voix, des pas. Non? Le colonel rougit, mais ne dit rien. Poirot se tourna ensuite vers mademoiselle Linton. Mademoiselle, votre chambre est près du bureau, n'est-ce pas? Vous lisez Shakespeare jusqu'à 1h. Avez-vous entendu une porte se fermer, ou des voix? Miss Linton hésita, le rouge lui montant aux joues. Oui. J'ai entendu Sir Charles parler, à un homme. Je n'ai pas pu distinguer les mots, mais la voix était basse et furieuse. Un murmure parcourut la pièce. Le regard de Poirot s'aiguisa. Et c'était vers minuit? Oui, murmura-t-elle. Merci, mademoiselle. C'est très important. Les regards de la compagnie se déplacèrent, soupçonneux et calculateurs. Poirot resta silencieux un long moment, puis dit « Nous avançons, mes amis. L'un de vous a parlé à Sir Charles cette nuit-là. Des propos cinglants ont eu lieu, et peu après, il était mort. » Madame Miles s'écria « Qui était-ce » ? « Qui » Poirot leva la main. « Patience, la vérité vient pas à pas. Déjà, le masque du mensonge commence à tomber. Bientôt, nous verrons le visage caché sous lui. » Le feu crépita bruyamment dans le silence qui suivit, et il sembla à Hastings que chaque âme dans cette bibliothèque se rétrécissait un peu plus dans l'ombre. Chapitre 6. L'indice qui couve. L'orage qui avait menacé toute la journée finit par éclater cette nuit-là. La pluie s'abattait sur les fenêtres et le vent faisait trembler les volets du manoir Greystone, impatient d'entrer. La maison, déjà lourde de soupçons, semblait gémir sous l'assaut des intempéries. Hastings ne parvenait pas à dormir. L'image de la silhouette inerte de Sir Charles sur le tapis du bureau le hantait. Finalement, agité, il prit une bougie et s'engagea doucement dans le couloir. À sa surprise, il trouva Poirot déjà dehors, une petite lampe à la main, sa robe de chambre impeccable et ses pantoufles cirées comme pour une inspection. « Ah, Hastings !» murmura Poirot en levant un doigt pour réclamer le silence. « C'est bien ce que je pensais. Toi aussi, tu ne peux pas dormir. Bon, viens avec moi. Il y a quelque chose que je dois revoir. » Ils descendirent sac l'escalier, des ombres se dessinant sur les murs tandis que les lampes vacillaient. La porte du bureau grinça lorsque Poirot la poussa. La pièce sentait encore légèrement la fumée, bien que le corps ait été enlevé. Le bureau, en revanche, était resté tel quel, à l'exception du journal intime désormais sous clé, confié à Poirot. Poirot s'approcha de l'âtre et s'agenouilla. De ses doigts délicats, il tamisa la cendre grise. Soudain, sa main s'arrêta. Il en sortit un minuscule morceau de papier, carbonisé sur les bords, mais dont les mots étaient encore lisibles à l'encre noire. Il le tendit silencieusement à Hastings. On pouvait y lire « Ne faites confiance à personne, pas même. » Le reste aurait été perdu dans le feu. Hastings fronça les sourcils. « Mon Dieu, Poirot, on dirait un avertissement. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Exactement, mon ami. Et remarquez, le papier est déchiré, pas simplement brûlé. Quelqu'un a arraché cette page avant de tenter de la détruire. » Il se leva et s'épousseta soigneusement les mains. Mais qui? Et pourquoi? C'est ce qu'il nous faut découvrir. Tandis qu'ils examinaient à nouveau le bureau, le regard de Poirot se posa sur la canne toujours appuyée contre la chaise. Il la ramassa délicatement. « Vous voyez, Hastings? Au début, j'ai cru que c'était une simple habitude de vieillard. Mais Sir Charles n'était pas infirme. Il la portait toujours sur lui, certes, mais comme un symbole, une vanité, pas un besoin. » Il tapota légèrement le bâton contre le bureau. Le son creux résonna étrangement. Poirot haussa les sourcils. D'un geste vif, il tourna la poignée. Elle se détacha, révélant une cavité cachée. À l'intérieur, bien calée et scintillante à la lumière de la lampe, se trouvait une petite fiole. Hastings haleta. « Du poison ?»« Sans aucun doute, » dit doucement Poirot. « C'est la propreté qui me convainc. » Dissimulé dans le bâton, c'est ingénieux. Un contact sur un verre, une goutte dans un verre. Ah! Et pourtant, la fiole est toujours là. C'est étrange, Hastings. Il remit le bâton en place avec précaution. Le meurtrier a utilisé une autre méthode, ou bien il a été dérangé. Quoi qu'il en soit, cette découverte nous en dit long.
Ils quittèrent le bureau, mais en pénétrant dans le couloir, Hastings se raidit. Une ombre se déplaça au fond, quelqu'un qui s'enfonçait rapidement dans l'obscurité. La lampe de Poirot ne capta que le bruissement d'un vêtement avant de disparaître. « Qui était-ce » murmura Hastings. Poirot secoua lentement la tête. « Je ne saurais le dire. Mais quiconque nous espionne à cette heure, ils ont quelque chose à cacher. » Le lendemain matin, l'orage était passé, laissant les jardins inondés et scintillants d'un soleil hésitant. Poirot, cependant, ne perdit pas de temps. Au petit déjeuner, il s'adressa gravement à la compagnie. « Mes amis, hier soir, j'ai fait une découverte. La canne de Sir Charles contenait un secret. Une fiole, dissimulée avec la plus grande astuce. Elle contenait du poison. » Un halètement collectif s'éleva. Madame Miles laissa tomber sa cuillère avec fracas. Le colonel jura à voix basse. Edward Miles émit un léger sifflement. Poirot leva la main. « Mais n'ayez crainte. La fiole est intacte. Aucune goutte n'a été utilisée. C'est simplement la preuve que Sir Charles soupçonnait un danger et s'apprêtait à dissimuler quelque chose de valeur ou de dangereux. Le visage de Lady Ashbury était pâle. « Vous voulez dire qu'il savait que quelqu'un avait l'intention de le tuer ?»« Oui, madame, il savait. Le journal, la fiole, la tentative de brûler ses mots. Tout cela raconte la même histoire. » Poirot balaya la pièce du regard. « Et hier soir, quelqu'un m'a observé dans le bureau. Qui parmi vous arpente les couloirs à une heure pareille ?» Personne ne répondit. Mademoiselle Linton s'agita, mal à l'aise, mais ne dit rien. Le colonel fixait le vide d'un air impassible. Le visage du docteur Trant exprimait une froide maîtrise de soi. Poirot laissa le silence s'éterniser avant de reprendre la parole. « C'est bien ce que je pensais. Le meurtrier s'inquiète. Tant mieux. Bientôt, la pression. Elle les brisera. » Plus tard, seul avec Hastings, Poirot arpenta le petit salon, les mains flottant comme des oiseaux. « Nous approchons, mon ami. La page déchirée, la fiole cachée, l'espion de minuit, ce sont les pièces du puzzle. Encore une, peut-être, et le tableau entier se révélera. Mais attention !» Ses yeux brillèrent des soudains. La clé, c'est la psychologie. Toujours la psychologie. L'un d'eux craint non pas la découverte de l'acte lui-même, mais du mobile qui l'a motivé. Et c'est cela, Hastings, qui causera sa perte. Chapitre 7. Secret sous la pluie. La pluie avait détrempé les jardins et chargé l'air d'une odeur de terre humide. Dans l'après-midi, des nuages bas se pressèrent près des fenêtres du manoir Greystone, rendant les grandes pièces sombres et oppressantes. Hastings, mal à l'aise, était assis près du feu de la bibliothèque, observant Poirot arpenter la pièce d'un pas mesuré, ses petites chaussures impeccables ne faisant aucun bruit sur l'épais tapis. « Poirot, s'aventura enfin Hastings, vous avez souvent laissé entendre que le meurtrier se trahirait psychologiquement. Mais j'avoue que je ne vois rien d'inhabituel. Ils sont tous nerveux, certes, mais naturellement suspects. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Ah, Hastings, tu as l'air, mais tu n'as observé. Il y a une différence. La nervosité, oui, est normale. Mais il existe des formes de nervosité. Le coupable craint d'être exposé. L'innocent craint les soupçons. L'un ment pour se protéger. L'autre ment pour une raison totalement différente. » Avant qu'Hastings puisse poser d'autres questions, la porte s'ouvrit et Miss Violette Linton entra. Elle était pâle, ses yeux sombres s'agitaient. Poirot s'inclina et lui indiqua une chaise. « Mademoiselle, vous me permettrez, dit-il doucement, de vous importuner de questions. » Elle hésita. « Si je peux vous aider, monsieur Poirot. Vous nous avez dit avoir entendu Sir Charles parler à un homme, des paroles véhémentes, à voix basse. Réfléchissez bien, mademoiselle. Cette voix vous était-elle familière ?» Les doigts de mademoiselle Linton se tordaient sur ses genoux. Je n'en étais pas certaine. Mais, elle hésita. Mais, Poirot se pencha en avant, le regard perçant. « Cela m'a rappelé, murmura-t-elle, Monsieur Edward Miles. » Hastings prit une grande inspiration. Poirot, et puis c'était Miles. Poirot ne bougea pas. « Je vous l'ai rappelé. Ce n'est pas une certitude, mademoiselle. » Mademoiselle Linton rougit. « Non, je ne peux pas le jurer, mais je crois que c'était lui. » Poirot inclina gravement la tête. « Merci. Votre honnêteté est notée. » Lorsqu'elle fut partie, Hastings s'exclama. « Voilà qui est réglé, Poirot. Edward Miles s'est disputé avec Sir Charles. Il avait un mobile très fort et il admet être près du bureau. » Les lèvres de Poirot s'étirèrent en un léger sourire. « Si simple, hein, Hastings? Trop simple.
Je vous le dis, si Edward Miles est coupable, il joue trop bien le rôle de l'idiot. Et s'il est innocent, ses ennemis laisseront volontiers planer les soupçons sur lui. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas sauter sur l'occasion. Plus tard dans la journée, Poirot alla trouver Madame Arabella Miles. Elle était dans le salon, les yeux écarquillés et inquiets, contemplant le jardin ruisselant. Elle sursauta lorsque Poirot prononça son nom. « Madame, pardonnez-moi, mais je dois savoir, votre mari est décédé il y a quelques mois, n'est-ce pas ?» Ses lèvres tremblaient. « Oui. » C'était soudain. Une maladie cardiaque, disait-il. Le regard de Poirot s'aiguisa. « Ils ont dit ? Tu ne crois pas ?» Elle pressa le mouchoir contre ses lèvres. « Je ne sais plus quoi croire. On a tant parlé. Dettes, querelles. Et Charles, Sir Charles, il savait des choses. »« Des choses, madame ?» Elle secoua la tête. « Je ne sais pas. Juste qu'il m'a prévenu une fois. Arabella, prends garde à ce à quoi tu crois. Tous les membres de ta famille ne sont pas bienveillants. » Poirot l'étudia attentivement, mais elle semblait véritablement angoissée, ses mains tremblant tandis qu'elle parlait. Ce soir-là, tandis que la compagnie se réunissait à nouveau pour le dîner, Poirot les observait tous avec le détachement d'un joueur d'échecs sur son échiquier. Le colonel aboyait ses commentaires avec une jovialité forcée. Edward Miles flânait avec insolence, mais son regard s'égarait trop vite. Lady Ashbury restait majestueuse mais cassante, Miss Linton silencieuse et réservée, et le docteur Trent toujours vigilant, toujours sur ses gardes. C'est au milieu du repas qu'un petit drame se produisit. Un domestique entra avec un plateau de carafe et Edward Miles, se servant à volonté, dit avec un ricanement « Si Sir Charles était là, il nous dirait à tous de nous méfier du cognac. Il n'en buvait jamais. Il disait qu'il ne faisait confiance à rien de ce qu'on versait dans cette maison. » La fourchette de Lady Ashbury heurta son assiette. Son visage perdit toute couleur. Un instant, elle sembla sur le point de parler. Puis, au prix d'un effort visible, reprit son calme. Les yeux de Poirot brillèrent. Il ne dit rien, mais Hastings, qui le connaissait trop bien, remarqua le léger haussement de son sourcil. Une corde sensible avait été touchée. Plus tard, dans la chambre de Poirot, Hastings s'écria « Vous l'avez vu, Poirot ? Lady Ashbury connaît bien ce brandy. »« Eh bien, Hastings, » murmura Poirot en ajustant sa cravate de ses doigts délicats. « Enfin, tu commences à observer. Oui, sa réaction n'était pas de la surprise, mais de la reconnaissance. Et cela me dit ceci. Sir Charles craignait le poison. Il le craignait suffisamment pour en parler souvent. Mais il avait aussi confiance en quelqu'un, suffisamment pour boire en sa présence. Cette confiance, Hastings, a causé sa perte. » Poirot se retourna, le regard brillant de certitude. « Nous approchons, mon ami. Encore un pas, et la toile révélera son motif. Le meurtrier se croit en sécurité. Mais bientôt, je vais arracher le fil, et tout le dessin s'effondrera. » Chapitre 8. La fracture. Le lendemain matin, l'aube était froide et vive, les pelouses scintillant de givre. À l'intérieur du manoir, cependant, l'atmosphère était plus pesante que jamais. La mort de Sir Charles avait transformé cette élégante réunion en une obscurité bien plus grande, et bien que les invités aient tenté une conversation polie au petit-déjeuner, les mots tombaient comme des cailloux dans le silence. Poirot, impeccable comme toujours, mangeait avec parcimonie et semblait n'écouter rien, tout en entendant tout. Son regard perçant allait d'un visage à l'autre, soupesant, mesurant, jugeant. Ce fut le colonel Whitcomb qui rompit le calme fragile. Frappant la table du poing, il s'exclama « Bon sang, Poirot, on ne peut plus continuer comme ça. Nous sommes prisonniers dans cette maison, chacun de nous étant regardé comme un coupe-gorge. Vous devez nous dire, avez-vous un suspect ?» Poirot s'essuya délicatement les lèvres avec une serviette. « Un suspect ? Mais oui, mon colonel, j'en ai plusieurs. La difficulté est de choisir. » Le colonel grogna, marmonnant dans sa moustache. Madame Miles poussa un cri nerveux. « Mais vous ne pouvez pas nous parler tous ? Il y a sûrement un indice qui indique clairement. »« Ah, madame, » interrompit doucement Poirot, « les indices sont nombreux. C'est la disposition qui compte. Comme les pièces d'une mosaïque, elles doivent être placées à leur place. Pour l'instant, le tableau n'est pas complet. » Après le petit déjeuner, Poirot appela Hastings. Ensemble, ils parcoururent la longue galerie où des portraits ancestraux se dressaient, le regard impassible. Poirot marchait d'un pas vif, la tête légèrement inclinée. « Hastings, mon ami, il est temps de faire le point. Examinons-le. Premièrement, le journal intime, à moitié détruit, mais en partie sauvé. Pourquoi le sauver ? À moins que la main qui l'a sauvé ne soit pas celle du meurtrier,
mais celle d'un autre, désireux de préserver la vérité. Deuxièmement, la fiole dans la canne, inutilisée. Preuve de peur, non de culpabilité. Troisièmement, la dispute entendue à minuit. S'il s'agissait de Miles, pourquoi ne le nie-t-il pas avec vigueur? Il joue avec le soupçon, presque l'accueille favorablement. « Alors vous pensez qu'il est innocent » demanda Hastings. « Je pense, » dit prudemment Poirot, « que le coupable est plus subtil. Il ne se met pas en avant. Il se rétracte, il esquive, il se cache derrière un voile de silence. » Comme interpellée par ces paroles, Mademoiselle Linton sortit par une porte latérale, un livre serré dans les mains. À la vue de Poirot, elle hésita. « Monsieur Poirot, je souhaitais vous parler. » Poirot s'inclina. « Mais bien sûr, mademoiselle. Qu'est-ce qui vous tracasse ?» Ses lèvres tremblaient. « Je crains de devoir vous dire la vérité. Je n'ai pas tout dit hier. Quand j'ai entendu la voix de Sir Charles ce soir-là, ce n'était pas seulement de la colère. Il y avait de la peur. Et l'autre voix, j'ai pensé que c'était peut-être celle de M. Miles. Mais maintenant, je sais que j'avais tort. C'était... » Elle s'interrompit, le visage blême. « C'était qui ?» La voix de Poirot était très douce. Elle baissa les yeux. C'était le docteur Tran. Un silence sembla s'abattre, même dans la galerie vide. Les yeux de Poirot brillèrent. « Vous en êtes certain ?»« Oui, je m'en souvenais. La cadence, c'était la sienne. »« Merci, mademoiselle. Vous avez été très courageuse. » Poirot inclina la tête et elle s'éloigna précipitamment. Hastings s'écria « Poirot, c'est ça. Tran s'est disputé avec Sir Charles. Et Tran, en tant que médecin, connaîtrait les méthodes subtiles pour empoisonner. » Le visage de Poirot resta pensif. « Peut-être. Mais souviens-toi, Hastings, la vérité ne réside pas toujours dans les mots, mais dans la raison pour laquelle ils sont prononcés. Mademoiselle Linton peut dire la vérité ou chercher à en protéger une autre. En psychologie comme aux échecs, chaque coup a un but. Ce soir-là, les lampes projetant de longues ombres sur la bibliothèque, l'atmosphère devint plus tendue. Madame Miles sanglotait doucement dans un coin. Edward Miles se versait du cognac avec une insolente provocation. Le colonel Whitcomb rôdait comme un lion en cage. Le docteur Tran, pâle et raide, se tenait à l'écart, le regard fixé sur le feu. Ce fut Lady Ashbury qui rompit le silence. Se levant brusquement, elle s'écria « Cela ne peut plus durer. Mon mari est dans sa tombe, et nous sommes assis ici comme les acteurs d'une pièce macabre. Monsieur Poirot, si vous connaissez la vérité, dites-la. Si vous soupçonnez quelqu'un, dites-le. » Poirot se leva, sa petite silhouette dominant la pièce. « Madame, je le ferai bientôt. » « Mais pas encore, car d'abord je dois faire une petite expérience. Le piège, comme vous, les Anglais, l'appeler, et quand il sera tendu, alors, mes amis, vous connaîtrez toute la vérité. » Son regard les parcourut, brillant, perçant. « Pour l'instant, je vous dis seulement ceci. Le meurtrier est là, parmi nous. Il se croit en sécurité. Mais ils ont négligé une chose, un détail, infime, si infime, et pourtant fatal. Et à cause de lui, l'édifice du mensonge s'effondrera. » L'horloge sur la cheminée sonna 9 heures. Chaque coup semblait résonner dans le silence tendu, et Hastings, observant les visages à la lueur du feu, crut voir la peur, une peur brute, nue, fulgurer dans un regard avant de se masquer rapidement. Chapitre 9. Poirot tend le piège. Ce soir-là, l'atmosphère du manoir Greystone était chargée, comme si les murs eux-mêmes anticipaient une révélation. Un orage grondait derrière les fenêtres. Le vent soufflait doucement dans les cheminées, tandis qu'à l'intérieur, la compagnie se blottissait près du feu dans un silence gêné. Les domestiques s'avançaient silencieusement, leurs regards se portant vers Poirot, qui semblait tenir la maison entière dans ses petites mains immaculées. Il était assis dans un fauteuil à haut dossier près de l'âtre, les doigts serrés, les yeux mi-clos comme en méditation. Hastings, assis à côté de lui, connaissait bien ce regard. Cela signifiait que les petites cellules grises s'organisaient pour former un motif définitif. Enfin, Poirot se réveilla. Il se leva et s'adressa à la salle d'une voix calme mais pleine d'autorité. « Mes amis, l'heure est venue. La vérité est à notre portée, mais elle exige un ultime effort. Ce soir, nous tendrons un piège au meurtrier de Sir Charles Ashbury. » Des hoquets de surprise s'échappèrent du groupe. Le colonel Whitcomb marmonna avec colère. Edward Miles laissa échapper un rire bref et rauque, et Lady Ashbury joignit fermement les mains. Poirot leva la main pour demander le silence. « Vous êtes las, oui. La suspicion pèse sur vous tous,
Mais réfléchissez. Combien plus las est le coupable, qui doit toujours porter le masque. Ce soir, je l'enlèverai. Hastings se pencha en avant avec empressement. Mais Poirot, que comptes-tu faire? Les yeux de Poirot brillèrent. Patience, Hastings. Tu verras. Il se dirigea vers le bureau où se trouvait désormais le journal de Sir Charles, dont les fragments récupérés étaient soigneusement rassemblés dans une chemise. Ceci, le journal, est la clé. Sir Charles a voulu le brûler, mais tout n'a pas été détruit. Pourquoi? Parce qu'un autre est intervenu. Quelqu'un qui souhaitait que la vérité ne soit pas entièrement perdue. C'est curieux, n'est-ce pas? Le meurtrier aurait brûlé chaque page, mais le sauveteur en a sauvé suffisamment. Ce sauveteur a peur, mais il est aussi plein de remords. Un frisson parcourut la compagnie. Madame Miles poussa un cri étranglé. « Pas moi! Je jure que ce n'était pas moi !» Poirot se tourna doucement vers elle. « Non, madame, pas vous. » Il fixa alors le docteur Trant. « Docteur, vous vous êtes disputé avec Sir Charles la nuit de sa mort. Mademoiselle Linton a témoigné. » Le visage de Trant se durcit. « Je lui ai parlé. Il m'a convoqué. » Mais ce n'était pas une dispute, c'était une consultation. Il craignait pour sa santé. Les moustaches de Poirot frémirent. « Ah, vous êtes malin. Vous admettez la rencontre, mais vous en changez la couleur. » Pourtant, Sir Charles n'avait aucun problème cardiaque, aucune maladie à consulter. « Non, docteur, ce n'était pas un médicament que vous avez échangé. C'était une accusation. » Trant rougit profondément, mais garda sa langue. Poirot poursuivit son chemin. Son regard se posa sur Edward Miles. « Et vous, monsieur, vous profitez de la mort de Sir Charles. Un héritage, n'est-ce pas? Vous aviez un mobile, et vous étiez près du bureau. Pourtant, vous êtes trop flagrant, trop négligent. Ce n'est pas la manière d'un vrai criminel. » La bouche d'Edward se tordit en un ricanement. « Alors tu me disculpes en m'insultant? C'est gentil. » Poirot l'ignora. Son regard se porta à nouveau sur Lady Ashbury. « Et vous, madame, vous craignez la disgrâce, les dettes, le scandale. Vous m'avez supplié de rester discret. Vous tremblez dès qu'on parle de brandy, car vous savez que Sir Charles soupçonnait du poison. Mais vous êtes fier. Fier, et non pas stupide. Vous n'auriez jamais choisi une méthode aussi maladroite. » Les lèvres de Lady Ashbury s'entr'ouvrirent, mais elle ne dit rien. Poirot se redressa, les yeux brillants. « Alors, qui reste-t-il? Qui a menti, non pas une fois, mais à maintes reprises? Qui prétend lire jusqu'à 1 heure, et pourtant tremble à chaque question? Qui a pointé du doigt quelqu'un d'autre, d'abord Edward, puis le médecin? Qui reste silencieux maintenant, espérant passer inaperçu? » Tous les regards se tournèrent. Mademoiselle Violette Linton resta assise, immobile, le visage décoloré. La voix de Poirot était tranchante comme une lame. « C'est vous, mademoiselle. Vous qui avez détruit le journal, mais en avez conservé un fragment. Vous qui nous avez espionnés dans le bureau la nuit. Vous qui craignez que Sir Charles ne révèle votre secret. Et donc, vous l'avez réduit au silence. » Un hoquet de surprise s'éleva. Mademoiselle Linton bondit sur ses pieds, les yeux étincelants d'une fureur soudaine. « C'est un mensonge? Je n'avais aucune raison. »« Ah, mais vous l'aviez, » interrompit doucement Poirot. « Sir Charles l'a découvert. Vous n'étiez pas seulement une gouvernante, n'est-ce pas? Vous avez été employée dans son bureau londonien. Vous étiez au courant d'irrégularités. Fraude, détournement de fonds, détournement d'argent. Et Sir Charles, il en avait la preuve. Il l'a consigné dans son journal. C'est cela, mademoiselle, que vous craignez. » Les mains de mademoiselle Linton tremblaient violemment. « Non, il m'aurait ruiné. Il a menacé. » Ses paroles se transformèrent en sanglots. Le silence qui suivit fut plus accablant que n'importe quelle confession. Poirot leva le doigt. Le piège, voyez-vous, était simple. J'ai parlé du sauveur du journal. Seul le coupable craindrait que j'aie des preuves. Et vous vous êtes trahi. Les autres se sont tournés vers moi. Vous vous êtes tourné vers le feu. L'horloge sur la cheminée sonna. Chaque coup semblait sceller son destin. La voix de Poirot, désormais calme, emplit la pièce. « Demain, mes amis, je vous raconterai toute l'histoire. Pour ce soir, souvenez-vous de ceci. Le meurtrier se révèle toujours, non par son arme, ni par son alibi, mais par son esprit. Et cela, Hastings, ne trompe jamais Poirot. » Chapitre 10. La vérité révélée. Le lendemain soir, à la demande de Poirot, la maisonnée se réunit à nouveau dans la bibliothèque. Dehors, le vent hurlait sur les pelouses gelées, secouant les branches nues des arbres. À l'intérieur, le grand feu flamboyait, mais sa chaleur ne parvenait guère à dissiper le frisson d'impatience qui saisit chaque invité.
Poirot se tenait devant l'âtre, petit, soigné, posé, les mains légèrement jointes derrière le dos. Son regard, brillant et perçant, les scrutait tous. « Mes amis, commença-t-il, l'heure est venue. Vous connaîtrez la vérité entière et complète. La mort de Sir Charles Ashbury n'était ni un accident, ni un suicide. C'était un meurtre. Et le meurtrier est parmi nous. » Un murmure parcourut la pièce. Edward Miles laissa échapper son rire moqueur habituel, mais son rire était désormais creux. Lady Ashbury serra l'accoudoir de son fauteuil jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Le colonel Whitcomb fronça les sourcils, le visage violacé par une colère contenue. Le regard du docteur Trent était fixe et dur. Madame Miles gémit doucement dans son mouchoir. Mademoiselle Linton resta assise, immobile, les yeux baissés, les lèvres serrées. Poirot leva le doigt. « Commençons par le journal. Sir Charles craignait d'être exposé, non pas lui-même, mais un autre. Il écrivit « La vérité doit éclater, même si elle risque de nous détruire tous. » Il commença à le brûler, mais ce ne fut pas lui qui arrêta les flammes. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voulait tout cacher, mais qui ne pouvait se résoudre à effacer chaque page. Cette tiédeur les trahissait. Il se retourna et son regard se posa sur mademoiselle Linton. Elle tressaillit, mais resta silencieuse. Deuxièmement, la dispute de minuit. Mademoiselle Linton nous a d'abord dit que c'était Edward Miles, puis plus tard que c'était le docteur Trent. Les 2 fois, elle s'est trompée de cible. Pourquoi? Parce que c'est elle-même qui s'est disputée avec Sir Charles. C'était elle qui était dans le bureau. Les halètements s'élevèrent. Hastings se pencha en avant, osant à peine respirer. Poirot poursuivit, d'un ton implacable mais jamais plus haut. Sir Charles avait découvert son secret. Des années auparavant, à Londres, mademoiselle Violette Linton n'était pas seulement gouvernante, mais secrétaire dans le cabinet de Sir Charles. Il y avait des irrégularités dans les comptes. De l'argent avait disparu. Elle s'était enfuie, se réinventant dans un autre rôle. Mais Sir Charles avait reconnu son visage dès son arrivée ici. Il garda le silence, jusqu'à ce qu'il en trouve la preuve. Preuve qu'il nota dans son journal. Les lèvres de Miss Linton s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Les moustaches de Poirot frémirent. Et donc, confrontée à cette nuit-là, elle paniqua. Sir Charles la menaça de dénoncer, peut-être même de la poursuivre. Elle avait sur elle un sédatif, obtenu sous un faux prétexte grâce à l'ordonnance du docteur Trent pour madame Miles. Quelques gouttes dans le cognac qu'il accepta finalement de partager, et Sir Charles fut réduit au silence. C'était rusé. Aucune trace de violence, aucune trace à première vue. Mais la psychologie, elle, la trahit. Car ensuite, elle s'attarda. Elle craignit le journal. Elle tenta de le brûler, puis perdit courage. C'est pourquoi des fragments restèrent. Plus tard, elle revint me voir dans le bureau, désespérée de savoir ce que j'avais découvert. Le feu crépitait. Personne ne bougeait. Le regard de Poirot s'adoucit, mais sa voix resta grave. La canne avec la fiole, ce n'était rien. Sir Charles la portait par précaution. Il soupçonnait un poison, et il avait raison. Mais ce n'est pas sa fiole qui l'a tué, c'est la sienne. Elle s'est servie de sa peur pour masquer son acte. Finalement, Miss Linton se leva, son sang-froid brisé. « Oui, s'écria-t-elle, oui, c'était moi. Il aurait voulu me ruiner, traîner mon nom dans la boue. Quel choix avais-je » Poirot la regarda fixement. « On a toujours le choix, mademoiselle. Mais vous avez préféré la mort pour quelqu'un d'autre plutôt que la honte pour vous-même. » Lady Ashbury se couvrit le visage des mains. Le colonel Whitcomb murmura. « Par le ciel, je ne l'aurais jamais cru. » Madame Miles sanglota bruyamment. Edward Miles paraissait mi-consterné, mi-triomphe, que les soupçons se fussent enfin détournés de lui. Le docteur Trent croisa les bras, sombre et silencieux. Poirot leva la main pour réclamer le silence. La justice suivra son cours. Ma tâche est accomplie. L'énigme est résolue. Il se tourna vers Hastings, son expression s'adoucissant. Tu vois, mon ami, c'est toujours un détail. L'hésitation, le changement de version, le tremblement de la main. La psychologie en dit plus que les preuves. Et donc, une fois de plus, nous avons la vérité. Le feu flamboya, projetant des étincelles dans la cheminée, comme pour marquer la fin d'une longue et terrible pièce. Et dans le silence qui suivit, Hercule Poirot se tenait là, fier et grave, maître de l'énigme qui hantait le manoir Greystone. Chapitre 11. Réflexion à Greystone. Le lendemain de la confession, le calme régnait.
comme si la tempête qui avait fait rage dans la maison s'était enfin apaisée. Un pâle soleil d'hiver caressait les pelouses du manoir Greystone, et la brume qui s'était si obstinément accrochée à ses tourelles se leva, révélant le domaine dans une dignité tranquille. Pourtant, à l'intérieur, les échos des jours passés persistaient. La peur, la suspicion et la terrible révélation de la culpabilité. Mademoiselle Violette Linton, pâle et sereine maintenant que son secret avait été dévoilé, fut placée sous surveillance discrète jusqu'à l'arrivée des autorités. Elle parla peu après son éclat, mais Hastings, qui la croisa dans le couloir, trouva son expression non seulement défaitiste, mais aussi soulagée, comme si un fardeau trop longtemps porté venait enfin de se détacher de ses épaules. Poirot, lui, était serein. Il déjeuna avec sa propreté habituelle, chaque miette écartée, sa serviette pliée avec précision. Hastings, en face de lui, ne parvenait pas à contenir ses pensées. « Mon cher Poirot, s'exclama-t-il, vous m'étonnez encore une fois. Dire que c'était Miss Linton depuis le début. Elle semblait si calme, si réservée, presque timide. On aurait peine à l'imaginer capable d'un tel crime. » Poirot sourit faiblement. « Ah, Hastings, c'est là qu'intervient la psychologie. L'âme timide, sous pression, peut agir plus désespérément que l'audacieux. Car l'audacieux accepte le risque comme faisant partie de la vie. Le timide, qui a vécu dans la peur, frappera pour détruire ce qui le menace. Et Sir Charles, avec son journal, représentait précisément cette menace. Mais les indices, insista Hastings, étaient si infimes. Des cendres dans la cheminée, une page déchirée, ces paroles contradictoires. Comment pouvais-tu en être si sûr? Poirot se tapota la tempe du doigt. Les petites cellules grises, Hastings. Le journal brûlé n'était pas entièrement brûlé. Cela m'a montré que le destructeur manquait de détermination. Un vrai criminel, certain de son acte, ne laisserait aucun fragment. La main tremblante n'appartient pas au méchant endurci, mais à celui qui craint autant sa propre personne que d'être découvert. Lorsque mademoiselle Linton a accusé l'un, puis l'autre, elle a révélé sa propre culpabilité. Car pourquoi mentir, sinon pour détourner les soupçons? Pourquoi trembler, sinon par conscience? Il sirota délicatement son café, puis poursuivit. Et il y avait la psychologie de Sir Charles lui-même. Un homme fier, têtu, difficile à intimider. Il n'aurait jamais gardé le silence sur des irrégularités en affaires, sauf raison personnelle. Et quand j'ai lu ces mots, la vérité doit éclater. J'ai su qu'il ne s'agissait pas seulement d'affaires, mais d'une trahison personnelle. Seul quelqu'un de son entourage, quelqu'un qui l'autorisait à fréquenter, pouvait y parvenir. Et cette personne, Hastings, c'était mademoiselle Linton. Hastings hocha lentement la tête. Oui, je le vois maintenant. Mais j'ai du mal à le concilier avec la silhouette silencieuse du salon. Le regard de Poirot devint grave. Ne vous y trompez pas, mon ami. Les eaux les plus calmes peuvent être les plus profondes et cacher les courants les plus meurtriers. Plus tard dans la matinée, Lady Ashbury alla trouver Poirot en privé. Elle était calme, mais la tension des derniers jours avait laissé des traces. « Monsieur Poirot, dit-elle à voix basse, je ne sais comment vous remercier. Vous avez épargné à ma maisonnée des tourments sans fin. Et pourtant, le scandale... » Poirot s'inclina. « Madame, le scandale passera, mais la vérité, elle, doit demeurer. Enterrer un crime, c'est le laisser s'envenimer. Vous résisterez, car vous avez de la dignité et votre innocence. Cela, finalement, est plus fort que la rumeur. » Des larmes brillaient dans ses yeux, mais elle inclina la tête en signe de gratitude silencieuse. Dans l'après-midi, les préparatifs étaient terminés. Mademoiselle Linton serait emmenée discrètement, sous bonne garde. La maisonnée commença à se disperser. Le colonel protestait bruyamment de ses vacances gâchées. Edward Miles, fier mais visiblement secoué. Madame Miles flottant dans un brouillard de larmes. Le docteur Trant, grave comme toujours, serra la main de Poirot avec une chaleur surprenante, comme s'il reconnaissait un maître auquel il avait longtemps résisté. Alors que la voiture s'éloignait avec Miss Linton à l'intérieur, Poirot et Hastings se tenaient ensemble devant la grande porte. « C'est curieux, Poirot, » dit doucement Hastings. Elle semblait presque en paix, à la fin. Poirot hocha la tête. Oui, avouer est parfois un soulagement. Vivre avec le mensonge est le pire des châtiments. Il enroula soigneusement sa cape autour de ses épaules. Et ainsi, Hastings, une fois de plus, les petites cellules grises ont triomphé. Les coupables sont démasqués, les innocents protégés. Pour Poirot, cela suffit. Le vent soufflait dans les arbres dénudés, emportant les derniers murmures de peur qui avaient tenté le manoir Greystone.
Hastings regarda son ami avec une profonde admiration, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. « Poirot, dit-il doucement, vous êtes le plus grand détective qui ait jamais vécu. » Les moustaches de Poirot tressaillirent de satisfaction, et sa petite silhouette se redressa fièrement. « Mais oui, Hastings, répondit-il, c'est la vérité, et il ne faut jamais avoir peur de la vérité. » Chapitre 12. Le départ de Poirot. 2 jours plus tard, le silence régnait à nouveau au manoir Greystone, ses fenêtres luisant d'un pâle éclat sous la faible lumière hivernale. Le drame qui avait bouleversé ses murs semblait désormais une ombre s'estompant, même si son empreinte ne disparaîtrait jamais complètement. La grande demeure dégageait une dignité retrouvée, mais Hastings percevait en dessous le silence de la honte, une famille blessée par le scandale, bien que sauvée d'un destin plus sombre. Poirot fut le dernier des invités à partir. Ce matin-là, il traversa le hall de son pas vif habituel, sa valise bouclée, son chapeau parfaitement brossé, ses moustaches fièrement triomphantes. Hastings, toujours à ses côtés, ne put s'empêcher de s'émerveiller du sang-froid de son ami. Lady Ashbury les reçut au salon. Vêtue de soie noire, elle était calme malgré son visage marqué par la tension. « Monsieur Poirot, dit-elle gravement, je ne peux vous adresser que des remerciements insuffisants. Vous avez apporté la lumière dans les ténèbres. Sans vous, la vérité n'aurait peut-être jamais été connue. » Poirot s'inclina avec une cérémonie exquise. « Madame, c'était mon devoir. Justice doit être rendue. Et même si la vérité était parfois amère, elle vaut mieux que le poison du mensonge. » Son regard s'adoucit. « Vous nous avez sauvés d'une suspicion sans fin. Je vous en suis reconnaissante. »« Courage, madame, » dit doucement Poirot. « Cette tempête passera. Greystone survivra. » Ils prirent congé. Dans la voiture qui les emmenait le long de la longue allée gelée, Hastings se tourna vers Poirot pour lui poser l'inévitable question. « Mon cher ami, ne vous en lassez-vous jamais. Toujours le meurtre, toujours la tromperie, toujours la difficulté de démêler la méchanceté des autres. » Poirot sourit faiblement en ajustant ses gants. « Non, Hastings, car pour moi, chaque crime est une énigme, et dans chaque énigme, il y a de l'ordre qui attend d'être rétabli. Rétablir l'ordre, voilà ma satisfaction. Là où règne la confusion, Poirot apporte la clarté. Là où règne l'injustice, Poirot apporte la justice. C'est dans ma nature, mon ami. Sans de telles énigmes, je fanerais comme la fleur privée de soleil. » Hastings le regarda avec affection. « Et pourtant, vous n'avez jamais pitié d'eux, les coupables ?» Le regard de Poirot se posa sur les champs hivernaux qui défilaient. « Je plains toujours la faiblesse qui mène au crime, mais je ne plains pas le crime lui-même. Mademoiselle Linton, elle n'était pas mauvaise de nature, mais elle était faible, et la faiblesse, alliée à la peur, peut tuer aussi sûrement que la méchanceté. C'est une tragédie, Hastings, mais elle est sa propre cause. » La voiture avançait bruyamment, la route blanche s'étirant devant elle. Poirot se pencha en arrière, sa petite silhouette posée, sereine. « Alors, Hastings, dit-il enfin, une fois de plus, nous laissons derrière nous la maison du chagrin, et une fois de plus, Poirot a triomphé. Les petites cellules grises ne m'ont pas encore trahi. » Hastings sourit tristement. « Et je ne le ferai jamais, j'imagine. » Les moustaches de Poirot frémirent de fierté. Il ferma brièvement les yeux, comme satisfait du retour à l'équilibre du monde. Et ainsi ils quittèrent Greystone Manor, laissant derrière eux les échos de la tromperie et de la mort, le journal brûlant et l'ombre de la chute de Sir Charles Ashbury. Devant eux s'étendèrent de nouvelles routes, de nouvelles énigmes, de nouvelles tragédies qui attendaient l'œil perçant d'Hercule Poirot. Mais pour l'instant, dans le silence de ce matin d'hiver, il n'y avait que le silence, l'ordre rétabli, et le triomphe silencieux d'un esprit qui avait une fois de plus vu à travers l'obscurité vers la lumière.